Et si ton plus grand échec était ta plus grande force? Si tu es ici, c'est que quelque chose n'a pas tourné comme prévu. Et je parie que tu as déjà entendu toutes les phrases toutes faites. L'échec est une leçon. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Ces slogans sont devenus tellement creux qu'ils glissent sur toi sans rien changer. Alors oublions-les. On ne va pas répéter ce que tout le monde dit. On va parler d'un secret que personne ne t'a jamais révélé sur l'échec. Un secret qu'un ancien esclave grec a découvert il y a 2000 ans et que notre époque a complètement oublié. Avant de commencer, je veux te poser une question simple. Dans les commentaires, écris un seul mot, le domaine où tu as peur d'échouer en ce moment. Carrière, couple, projet, argent, créativité. Un mot, celui qui t'est venu immédiatement, pas celui que tu veux montrer, mais celui que tu as essayé de chasser. Écris-le. Tu comprendras pourquoi à la fin. Maintenant, laisse-moi te présenter Épictète. Pas comme un philosophe poussiéreux, mais comme ce qu'il était vraiment, un homme né dans l'esclavage, propriété d'un autre. Son maître lui a brisé la jambe volontairement. Il a vécu des décennies sans liberté, sans droit, sans dignité aux yeux de la société. Et pourtant, cet homme est devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Des empereurs venaient écouter ses enseignements. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, gardait ses écrits à son chevet. Quand Épictète parle de surmonter l'adversité, ce n'est pas de la théorie. C'est de la survie transformée en sagesse. Et voici ce qu'il a compris, ce que personne ne t'explique aujourd'hui. Ton échec n'existe pas. Pas de la façon dont tu le crois. Le vrai super-pouvoir, retirer à l'échec son pouvoir de vous définir. Vous ne pouvez pas perdre cette faculté intérieure qui reste intacte quoi qu'il arrive. C'est ça, le super-pouvoir dont personne ne parle. Pas la résilience au sens banal, rebondir après un coup dur, mais quelque chose de plus fondamental, la capacité de retirer à l'échec son pouvoir de vous définir. L'échec peut vous arriver, mais il ne peut pas vous atteindre, pas si vous comprenez vraiment où se situe votre valeur. Un rôle et identité, la confusion silencieuse. Vous confondez vos rôles avec votre identité. Vous êtes entrepreneur, conjoint, parent, artiste. Mais ces rôles ne sont que des fonctions que vous occupez. Ils ne sont pas ce que vous êtes. Quand un projet échoue, c'est l'entrepreneur en vous qui subit un revers. Mais vous, la personne derrière le rôle, vous restez intact. Épictète utilisait une métaphore simple et puissante, celle de l'acteur. Un bon acteur joue le rôle qu'on lui donne. Roi ou mendiant, il joue bien, mais il ne confond jamais le personnage avec lui-même. Quand la pièce se termine, il retire le costume. Il reste lui. Vous avez oublié de retirer vos costumes. Vous portez vos rôles comme s'ils étaient cousus à votre peau. Alors, quand le rôle échoue, vous croyez que vous échouez. Mais c'est une confusion catégorielle. Le rôle peut échouer. Le personnage peut subir des revers. Vous, l'acteur, êtes toujours là, prêt pour la prochaine scène. Les échecs qui ne sont pas les vôtres. Il y a quelque chose d'encore plus subtil. La plupart de vos échecs ne sont même pas les vôtres. Ce sont les échecs des attentes que d'autres ont placées sur vous. Vos parents voulaient que vous soyez médecin. Vous ne l'êtes pas devenu. Échec? Non, c'est l'échec de leur projection, pas le vôtre. La société dit que vous devriez être propriétaire à 30 ans. Vous ne l'êtes pas. Échec? Non, c'est l'échec d'un standard arbitraire que vous n'avez jamais choisi. Épictète demandait toujours à ses étudiants. Est-ce ton jugement ou celui d'un autre? Est-ce ta définition du succès ou celle qu'on t'a imposée? La plupart des gens passent leur vie à poursuivre des objectifs qu'ils n'ont jamais vraiment choisis. Puis ils se sentent échoués quand ils ne les atteignent pas. C'est absurde. Vous souffrez de ne pas atteindre une destination que vous n'avez jamais voulu rejoindre. 3 exercices stoïciens,
Démasquez la douleur. Prenez votre échec actuel, celui qui vous pèse. Demandez-vous, si personne ne le savait jamais, est-ce que ça me dérangerait autant? Si la réponse est non, alors votre douleur ne vient pas de l'échec lui-même. Elle vient du regard des autres, de la honte sociale, de l'image écornée. C'est une information précieuse. Vous n'avez pas échoué à quelque chose que vous vouliez vraiment. Vous avez échoué à performer pour un public. 4. La vue de surplomb. Remettre les choses à leur juste proportion. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la vue de surplomb. Ils s'imaginaient regarder leur situation depuis très haut, depuis les nuages, depuis l'espace. À cette distance, les drames personnels deviennent minuscules. Pas insignifiants, mais remis à leur juste proportion. Votre échec actuel, vu depuis l'espace, est un point imperceptible dans l'immensité du temps et de l'existence. Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, mais pour la contextualiser. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas au centre de l'univers, et que l'univers ne vous juge pas. 5. L'addiction au succès, la drogue invisible. On va parler d'un sujet que personne n'aborde, l'addiction au succès. Oui, addiction. Le succès libère de la dopamine. Il active les centres de récompense. Et comme toute source de dopamine, il crée une tolérance. Le premier succès vous fait planer. Le 10e vous fait à peine sourire. Vous avez besoin de succès de plus en plus grands pour ressentir la même satisfaction. Et quand l'échec arrive, c'est le sevrage brutal. Votre cerveau crie qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne va pas. Mais voici ce qu'Épictète comprenait. Le succès externe est une drogue dangereuse, précisément parce qu'il ne dépend pas de vous. Vous pouvez tout faire correctement et échouer quand même. Les circonstances, le timing, les autres, la chance. Le succès est instable. La souveraineté intérieure, elle, ne dépend de rien. Le résultat compte, mais pas pour ta valeur. Tout ça influence le résultat, et tu ne contrôles rien de tout ça. Construire ton bien-être sur le succès externe, c'est comme bâtir une maison sur du sable mouvant. Tôt ou tard, elle s'effondre. Les stoïciens proposaient une alternative radicale. Ancrer ta satisfaction dans ce qui dépend entièrement de toi. Tes efforts, tes intentions, tes choix, ton caractère. Personne ne peut t'empêcher de faire de ton mieux. Personne ne peut t'empêcher d'agir avec intégrité. Personne ne peut t'empêcher de choisir le courage. Ces choses sont invulnérables, parce qu'elles sont entièrement sous ton contrôle. 1. La nuance cruciale. C'est là que la plupart décrochent. Ils disent « oui, mais le résultat compte quand même ». Évidemment qu'il compte. Personne ne dit le contraire. Mais voici la nuance cruciale. Le résultat compte pour ta situation. Il ne devrait pas compter pour ta valeur. Ta situation peut changer selon les résultats. Ton essence reste intacte. Tu peux être dans une mauvaise situation tout en restant une bonne personne. Tu peux avoir des résultats décevants tout en ayant agi avec excellence. Cette distinction libère une énergie immense. Quand ta valeur dépend du résultat, chaque action devient un examen. Chaque projet devient un test de qui tu es. La pression est écrasante. Mais quand ta valeur est ancrée dans tes choix, tes efforts, ton caractère, alors tu peux agir avec liberté. Le résultat devient important, mais pas existentiel. Tu veux réussir, mais tu n'as pas besoin de réussir pour te respecter toi-même. De l'image de l'archer. Épictète utilisait l'image de l'archer. Un bon archer se concentre sur ce qui dépend de lui. Sa posture, sa respiration, la qualité de son geste, la précision de son tir. Mais une fois que la flèche a quitté l'arc, c'est terminé. Le vent peut souffler, la cible peut bouger, quelqu'un peut passer devant. L'archer n'a plus aucun contrôle. S'il a tiré avec excellence, il a réussi. Que la flèche atteigne la cible ou non. 3. La précision stoïcienne.
Cette philosophie n'est pas de la résignation. C'est de la précision. C'est savoir exactement où placer ton énergie et où la retirer. Tu as une quantité limitée d'énergie mentale chaque jour. Chaque seconde passée à t'inquiéter de ce qui ne dépend pas de toi est une seconde volée à ce qui dépend de toi. Chaque nuit d'insomnie à ressasser un résultat que tu ne peux plus changer est une nuit perdue. L'échec t'invite à cette clarté. Il te demande « Où vas-tu placer ton attention maintenant ?» 4. L'ambition stoïcienne. Voici quelque chose de contre-intuitif, les stoïciens n'évitaient pas l'ambition. Ils l'encourageaient. Épictète voulait que ses étudiants visent agissent avec courage, poursuivent des objectifs difficiles. La différence, c'est qu'ils poursuivaient ces objectifs sans y attacher leur bonheur. Ils jouaient le jeu à fond, tout en sachant que c'était un jeu. Ils voulaient gagner, mais ils n'avaient pas besoin de gagner. Cette posture leur donnait un avantage paradoxal. Libérés de la peur de l'échec, ils prenaient des risques que les autres n'osaient pas prendre. Détachés du résultat, ils restaient lucides quand les autres paniquaient. Centrés sur leur effort, ils maintenaient leur qualité quand les autres sacrifiaient tout pour le résultat. 5. Une nouvelle définition de la réussite. Imagine une nouvelle définition de la réussite. J'ai fait ce qui dépendait de moi avec excellence. Sous cette définition, tu peux réussir même quand tu échoues. Parce que le succès n'est plus dans l'issue, il est dans l'effort. Il est dans le processus. Il est dans la qualité de ton engagement, pas dans le verdict du monde. 5. L'échec comme révélateur. Ton échec actuel te pose une question que tu n'as probablement jamais entendue. Est-ce que tu voulais vraiment ça, ou est-ce que tu voulais vouloir ça? Il y a une différence énorme. Parfois, on poursuit des objectifs parce qu'ils semblent désirables, parce que les autres les valorisent, parce qu'on s'est dit un jour que ce serait bien. Mais le désir réel, celui qui vient des tripes, celui qui te réveille à 5 heures du matin avec de l'énergie, celui-là est rare. L'échec est parfois un cadeau déguisé. Il te force à te demander « Est-ce que je veux vraiment réessayer ? Ou est-ce que je me sens obligé de réessayer pour prouver quelque chose ?» Si la réponse est la seconde, alors peut-être que l'échec te libère d'une poursuite qui n'était pas vraiment la tienne. L'échec comme filtre, la douleur vraie et la douleur ajoutée. Épictète racontait l'histoire d'un homme qui pleure parce que son fils est parti. Un autre lui demande « Pleures-tu parce que ton fils est parti, ou pleures-tu parce que tu crois qu'il n'aurait pas dû partir ?» La distinction est cruciale. La première douleur est naturelle, le chagrin de l'absence. La seconde est ajoutée, la résistance au réel, le refus de ce qui est. La plupart de vos souffrances face à l'échec appartiennent à cette seconde catégorie. Vous ne souffrez pas de ce qui s'est passé. Vous souffrez de votre conviction que cela n'aurait pas dû se passer. Mais qui a décrété que votre projet devait réussir, que votre relation devait durer, que votre plan devait fonctionner? Personne. Vous avez inventé cette règle, et vous souffrez maintenant de sa violation. La réalité n'a signé aucun contrat avec vos attentes. Elle fait ce qu'elle fait. Votre souffrance vient de votre insistance à ce qu'elle fasse autre chose. Le temps et l'échec, la projection qui déforme. Quand vous échouez, votre esprit fait quelque chose de particulier. Il projette cet échec dans le futur. Il construit des scénarios où l'échec se répète, où il empire, où il devient permanent. Vous ne vivez plus l'échec présent. Vous vivez l'échec futur imaginaire. Les stoïciens pratiquaient l'exact opposé, ramener constamment l'attention au présent, au seul moment qui existe réellement. Dans le présent, l'échec est juste un fait, un événement. C'est dans le futur imaginé qu'il devient catastrophe. Revenez au présent. Regardez ce qui est là, maintenant, concrètement. Pas ce qui pourrait être, pas ce qui a été. Ce qui est. 2. La patheia. Ressentir sans être submergé. Il existe un concept stoïcien souvent mal traduit. La patheia. Ce n'est pas l'apathie, au sens moderne,
froide et indifférente. C'est l'absence de passion destructrice. La capacité de vivre les événements sans être emporté par eux. De sentir sans être submergé. De traverser l'échec sans qu'il vous traverse. La pathèia n'est pas de ne rien ressentir. C'est de ressentir sans perdre le contrôle. C'est la douleur de l'échec sans la panique. La déception sans le désespoir. La tristesse sans la spirale. Votre culture vous a appris l'inverse, que l'intensité émotionnelle est authentique, que souffrir intensément prouve que vous vous souciez vraiment. Mais cette logique vous mène à amplifier chaque revers, à transformer chaque déception en drame, à vivre dans des montagnes russes émotionnelles épuisantes. Épictète proposait une autre voie, pas l'insensibilité, mais la maîtrise. Pas le détachement froid, mais l'engagement serein. Vous pouvez vous soucier profondément de quelque chose sans que son échec vous détruise. Vous pouvez vouloir réussir sans que votre identité dépende de cette réussite. Ce n'est pas une contradiction. C'est de la maturité émotionnelle. 3 rapports aux autres, isolement ou validation. Quand vous échouez, vous tombez souvent dans l'un de ces 2 pièges. L'isolement, vous cachez votre échec comme une maladie honteuse, vous portez un masque de « tout va bien », alors que vous vous effondrez à l'intérieur. La validation compulsive. Vous racontez votre échec à tout le monde en espérant qu'ils vous disent que ce n'est pas grave, que ce n'est pas votre faute, que vous êtes quand même quelqu'un de bien. Les 2 approches sont des prisons. L'isolement vous enferme avec vos pires interprétations. La validation externe vous rend dépendant du jugement des autres. Épictète proposait une 3e voie, la conversation avec soi-même, le dialogue intérieur honnête. 4 l'art de l'autodiscussion. Demandez-vous, qu'est-ce que vous diriez à un ami proche qui vivrait exactement votre situation? Probablement pas ce que vous vous dites à vous-même. Vous seriez plus doux, plus nuancé, plus juste. Alors pourquoi cette cruauté envers vous-même? Pourquoi ce double standard? Les stoïciens pratiquaient l'autodiscussion comme un article. Ils se parlaient comme un ami respecté, avec franchise mais sans brutalité, avec exigence mais sans mépris. 5 l'échec comme filtre. Voici une vérité que peu comprennent, l'échec est un filtre. Il sépare ce qui compte vraiment de ce qui semblait compter. Quand tout va bien, tout semble important parce que tout est facile. Mais quand l'échec frappe, il force un tri. Qu'est-ce qui vaut la peine de réessayer? Qu'est-ce que vous abandonneriez avec soulagement si vous vous l'autorisiez? Qu'est-ce qui vous manque vraiment dans ce que vous avez perdu? Ces questions sont des cadeaux. Douloureux, certes, mais précieux. Elles révèlent vos vraies priorités, pas celles que vous affichez, mais celles que vous vivez. Si votre échec dans un domaine vous laisse relativement indifférent une fois le choc passé, c'est une information. Ce domaine n'était peut-être pas si important. L'échec comme preuve de vie. Si votre échec vous hante, vous empêche de dormir, occupe toutes vos pensées, c'est aussi une information. Ce domaine compte vraiment. Maintenant, vous savez où concentrer votre énergie. Mais il y a quelque chose qui amplifie artificiellement votre douleur. La comparaison. On n'échoue jamais dans l'absolu. On échoue toujours par rapport à quelque chose. Une attente, un autre, une version idéale de soi-même. Et la plupart du temps, vous choisissez les pires points de référence. Vous comparez votre intérieur désordonné à l'extérieur lisse des autres. Votre brouillon à leur œuvre finie. Votre chapitre 3 à leur chapitre 20. Ces comparaisons sont absurdes, mais votre cerveau les fait automatiquement. Chaque comparaison inégale amplifie l'impression d'échec. Épictète avait une règle simple. Ne te compare qu'à toi-même d'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Les autres ont des circonstances différentes, des points de départ différents, des ressources différentes, des chemins différents. Les comparer aux vôtres, c'est comme comparer des sports différents. Vous jouez votre propre jeu. La seule question pertinente est « Est-ce que je progresse dans mon jeu ?» La comparaison fantôme.
Il existe une autre comparaison cachée, celle avec une version imaginaire de vous-même. Le « vous » qui aurait fait les bons choix, qui n'aurait pas commis cette erreur, qui vivrait une vie parfaite dans un univers parallèle. Cette version n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle ne peut pas exister. Vous vous comparez à un fantôme que vous avez inventé, et vous vous punissez de ne pas être ce fantôme. Les stoïciens appelaient cela une passion inutile, un mouvement de l'âme qui vous emporte malgré vous, sans rien produire de bon. La comparaison avec l'impossible est une passion inutile par excellence. Elle ne vous rend pas meilleur. Elle ne vous motive pas vraiment. Elle vous maintient juste dans un état d'insuffisance permanente. 2. La valeur de la tentative. On oublie systématiquement une vérité simple. Le fait même d'avoir tenté quelque chose qui pouvait échouer est déjà remarquable. La plupart des gens ne tentent jamais rien de significatif. Ils restent dans des zones où l'échec est impossible, parce que rien n'est vraiment essayé. Ils critiquent depuis les gradins. Ils commentent les tentatives des autres. Ils ont des opinions sur tout ce qu'ils n'ont jamais fait. Vous avez tenté. Vous avez mis quelque chose en jeu. Vous avez pris le risque d'échouer publiquement plutôt que de réussir invisiblement à ne rien faire. Cette tentative elle-même a de la valeur. Elle vous place dans une catégorie minoritaire. Celle des gens qui agissent plutôt que de théoriser, celle des gens qui entrent dans l'arène plutôt que de la regarder. 3. L'honneur d'être dans l'arène. Theodore Roosevelt l'a dit dans une phrase que les stoïciens auraient approuvée. L'honneur appartient à l'homme qui est dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui se trompe encore et encore parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur, mais qui s'efforce réellement de faire, qui connaît les grands enthousiasmes, qui se dépense pour une cause noble, qui au mieux connaît le triomphe de la réussite et qui au pire échoue en ayant osé grandement. Votre échec est la preuve que vous êtes dans l'arène. La preuve que vous jouez le jeu plutôt que de le regarder. La preuve que vous êtes vivant de la façon qui compte. Les critiques ne peuvent pas échouer parce qu'ils ne tentent jamais rien. Les spectateurs ne peuvent pas tomber parce qu'ils ne se lèvent jamais. Mais ils ne peuvent pas non plus goûter à ce que vous goûtez. L'intensité de la tentative, le frisson du risque, la dignité de l'effort sincère. Épictète n'aurait jamais respecté quelqu'un qui évite l'échec en évitant la vie. Il aurait respecté celui qui tente et qui tombe, parce que cette personne vit selon ses moyens les plus élevés. Elle utilise ce qu'elle a. Elle risque ce qu'elle peut risquer. Elle ne se cache pas derrière la prudence pour masquer sa peur. 4. L'échec comme étape du chemin. Regardez votre échec sous cet angle. Ce n'est pas la preuve que vous n'êtes pas capable. C'est la preuve que vous avez essayé quelque chose de difficile. C'est la preuve que vous avez eu le courage de vous exposer. C'est la preuve que vous êtes le genre de personne qui entre dans l'arène. Cette qualité est plus rare et plus précieuse que n'importe quel succès facile. Les gens qui ne tentent jamais rien de significatif arrivent à la fin de leur vie avec une collection de zéros. Pas d'échecs, mais pas de victoire non plus. Pas de chute, mais pas de montée. Pas de cicatrices, mais pas d'histoire. Vous avez choisi un autre chemin. Un chemin avec des bosses, des virages, des murs parfois, mais un chemin qui mène quelque part. Votre échec fait partie de ce chemin. Il n'est pas un détour honteux. Il est une étape du voyage, une étape que tous ceux qui vont quelque part traversent. Pas une fois, mais des dizaines de fois. Acceptez-le comme partie du prix. Le prix d'une vie qui compte. Le prix d'une existence qui tente. Le prix de ne pas arriver à la fin avec la question terrible. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? L'échec, le passé et le futur, illusions qui volent votre présent. Ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez fait avec les cartes que vous aviez. La seule question honnête est, ai-je fait de mon mieux? Si oui, il n'y a rien à regretter. Sinon, vous savez quoi améliorer. Dans les deux cas, la comparaison avec l'extérieur ne sert à rien. 1. Le retrait des choses, l'entraînement stoïcien. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient le retrait des choses.
Ils imaginaient perdre ce qu'ils avaient, santé, fortune, proches, non pas pour devenir pessimistes, mais pour clarifier ce qui comptait vraiment. Ils s'entraînaient au détachement avant que la vie ne les force à le pratiquer dans l'urgence. Votre échec fait ce travail pour vous. Il retire quelque chose. Et dans ce retrait, il révèle. Le club invisible des gens qui tombent. Voici une perspective que vous n'avez probablement jamais envisagée. Votre échec vous qualifie. Pas malgré lui, mais grâce à lui. Il vous donne accès à un club invisible, celui de ceux qui savent ce que c'est de tomber. Ce club inclut pratiquement toutes les personnes intéressantes qui ont existé. Artistes, entrepreneurs, penseurs, explorateurs. Tous ont une collection d'échecs impressionnante qu'ils ne montrent pas sur les réseaux. Ce club a un langage commun, une solidarité tacite. Quand vous parlez avec quelqu'un qui a vraiment échoué et s'est relevé, il y a une reconnaissance silencieuse, une profondeur que les succès faciles ne donnent jamais. Votre échec est votre carte de membre. Portez-la avec dignité. L'échec comme service aux autres. Votre échec peut être un service aux autres, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Quand vous en parlez honnêtement, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Vous brisez le mythe du succès sans effort. Vous montrez que les parcours réels sont faits de zigzags, pas de lignes droites. Beaucoup souffrent en silence, persuadés d'être seuls. Votre honnêteté peut être la fissure qui laisse entrer la lumière dans leur isolement. Pas en faisant de votre échec un spectacle, pas en cherchant la pitié, mais en étant réel. 4. L'enseignement silencieux. Épictète enseignait à une communauté. Il savait que la sagesse d'un seul pouvait aider les autres. Votre façon de gérer votre échec est un enseignement silencieux pour tous ceux qui vous observent. Vos enfants apprennent de votre réaction. Vos collègues apprennent de votre rebond. Vos amis apprennent de votre parole honnête. Vous êtes un modèle, que vous le vouliez ou non. La question est, quel modèle voulez-vous être ? Celui qui cache ses échecs et renforce le mythe de la perfection, ou celui qui les traverse avec dignité et montre que c'est possible ? 5. L'échec comme entraînement. Les gens qui ont connu l'échec sont souvent de meilleurs collaborateurs, plus humbles, plus réalistes. Ils savent que rien n'est garanti. Ils ne jugent pas les erreurs des autres parce qu'ils connaissent le goût de l'erreur. Votre échec vous qualifie pour un type de leadership que le succès constant ne peut jamais donner. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont échoué et continué. Ceux qui peuvent dire « Je sais ce que c'est » avec authenticité. Épictète enseignait que chaque difficulté est un entraînement, pas une punition. Les athlètes ne se plaignent pas que l'entraînement soit difficile. C'est le but. Sans résistance, pas de muscles. Sans obstacle, pas de croissance. Votre échec est une session d'entraînement particulièrement intense. Vous pouvez la maudire ou l'utiliser. Vous pouvez vous plaindre que c'est dur ou devenir plus fort. Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous en empêcher. C'est votre proérosie en action, votre faculté de choix, votre super pouvoir. 6. Le piège de la mémoire et de la rumination. Votre mémoire vous joue des tours. Le cerveau ne stocke pas les souvenirs comme un disque dur. Il les reconstruit à chaque fois, influencé par votre état actuel. Quand vous êtes dans la douleur de l'échec, vous reconstruisez votre passé à travers ce filtre. Soudain, vous voyez des signes avant-coureurs partout. Vous vous dites « j'aurais dû voir venir ». Mais c'est une illusion rétrospective. Avant l'échec, ces signes n'étaient pas des signes. Ils étaient juste des événements. Vous vous punissez d'avoir ignoré des signaux qui n'existaient pas. C'est injuste. Et inutile. Épictète mettait en garde contre ce piège. Le passé est ce qu'il est. Aucune quantité d'analyse ne le changera. Il y a une différence entre analyser et ruminer. Analyser est bref, ciblé, orienté vers l'action,
Qu'est-ce que je peux apprendre? Ruminer est long, circulaire, orienté vers le passé. Pourquoi moi? La première vous fait avancer. La seconde vous cloue sur place. La plupart des gens pensent qu'ils réfléchissent alors qu'ils ruminent. Mais tourner en rond n'est pas réfléchir. C'est juste tourner en rond. C'est le futur imaginé. Le même phénomène se produit avec le futur. Votre cerveau projette l'échec actuel vers l'avant. Si j'ai échoué maintenant, j'échouerai encore. Si ça n'a pas marché cette fois, ça ne marchera jamais. Mais ce futur est une fiction, une projection, une illusion. L'échec comme invitation à reprendre les commandes. Ces projections que vous appelez logiques ne sont en réalité que de la peur déguisée en raisonnement. Un échec ne prédit pas les échecs futurs. Les circonstances changent. Vous changez. Vos compétences évoluent. L'échec d'hier ne dit rien sur demain. Les stoïciens avaient une discipline rigoureuse concernant le temps, ramener l'attention au seul moment qui existe réellement. Le passé n'existe plus que comme souvenir reconstruit. Le futur n'existe pas encore, sauf comme projection imaginaire. Seul le présent est réel. Et dans le présent, vous n'avez pas d'échec. Vous avez un souvenir d'échec et une peur d'échec futur. Mais l'échec lui-même est terminé. Cette perspective change tout. Vous ne portez plus le poids du passé, ni l'anxiété du futur. Vous êtes simplement ici, maintenant, avec ce qui est. Et ce qui est, dans l'instant, est toujours supportable. C'est l'accumulation mentale du passé et du futur qui devient écrasante. L'histoire que vous choisissez. Dans 5 ans, quelle histoire voulez-vous raconter sur cet échec? C'est là que tout s'est effondré et je ne m'en suis jamais remis. Ou, c'est là que j'ai compris quelque chose d'important et que tout a changé. Les deux histoires sont possibles. Vous êtes l'auteur. L'échec n'est qu'un événement. L'histoire que vous en faites, c'est vous qui l'écrivez. Le timing comme invitation. Votre échec est arrivé maintenant. Pas avant, pas après. Et ce timing n'est peut-être pas un hasard. Les stoïciens voyaient les épreuves non comme des punitions, mais comme des invitations. Des moments où la vie vous demande de grandir. Vous pouvez poser la question de deux façons. Avec amertume, pourquoi ça m'arrive maintenant? Avec curiosité, qu'est-ce que ce moment a de particulier pour que cette épreuve arrive maintenant? La première question vous enferme. La seconde peut vous révéler. Peut-être que vous étiez prêt pour cette leçon. Peut-être que vous aviez enfin les ressources pour la traverser. Peut-être que cet échec arrive à un moment où vous pouvez en faire quelque chose de constructif. Le sens que vous créez. Épictète ne promettait pas que tout avait un sens. Il promettait que vous pouviez donner du sens à tout. Le sens n'est pas découvert comme un trésor caché. Il est créé par votre façon de vivre l'événement. Votre échec n'a pas de sens inhérent. Il a le sens que vous lui donnez par vos choix et vos actions qui suivent. Épictète a transformé l'esclavage en philosophie, la souffrance en sagesse, l'impuissance externe en liberté intérieure. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'il a choisi de le faire. Parce qu'il a décidé que personne ne lui prendrait le pouvoir de donner du sens à sa vie. Vous avez exactement le même pouvoir. Pas parce que je vous le dis, mais parce que c'est inscrit dans votre nature humaine. La capacité de choisir votre réponse aux événements est en vous. Elle ne peut pas vous être retirée. Elle peut seulement être oubliée. Votre échec est une invitation à vous en souvenir. 4. Le recadrage libérateur. Alors, voici ce que je vous propose. Pas une recette miracle, pas une transformation magique. Juste un changement de perspective. Arrêtez de voir votre échec comme quelque chose qui vous arrive. Commencez à le voir comme quelque chose qui arrive, avec lequel vous choisissez quoi faire. Ce léger recadrage change tout. Il vous replace aux commandes. Il vous sort de la position de victime.
Il vous rappelle que vous n'êtes pas passif dans votre propre vie. 5. Le mot du début. Vous souvenez-vous du mot que je vous ai demandé d'écrire au début? Le domaine où vous avez peur d'échouer. Regardez-le maintenant avec ce que vous savez. Ce domaine vous est douloureux parce que vous y avez attaché quelque chose de précieux. Votre valeur, votre identité, l'approbation de quelqu'un. Mais cette attache, vous l'avez créée. Et ce que vous créez, vous pouvez le modifier. Synthèse. Votre échec n'est pas une condamnation. C'est une initiation. Il ne vous définit pas. Il vous révèle. Il ne vous détruit pas. Il vous entraîne. Il ne vous enferme pas. Il vous ouvre. Vous êtes l'auteur. Vous êtes l'acteur. Vous êtes le souverain. L'échec comme tournant. Choisir maintenant. Vous pouvez vouloir réussir sans que votre être dépende de cette réussite. Vous pouvez poursuivre un but avec passion sans que son échec vous détruise. Vous pouvez préférer le succès sans en faire une nécessité existentielle. Cette distinction est votre liberté. Je ne vous dis pas que l'échec ne fait pas mal. Il fait mal. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile. Je vous dis que la douleur de l'échec est un signal, pas une condamnation. Un moment, pas une identité. Une épreuve, pas une fin. Vous allez vous relever, non pas parce que vous n'avez pas le choix, mais parce que vous allez choisir de le faire. Non pas parce que la vie est juste, mais parce que vous allez créer votre propre justice intérieure. Épictète, l'ancien esclave à la jambe brisée, a regardé le monde en face et a dit : vous pouvez m'enchaîner, vous ne pouvez pas m'atteindre. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la lucidité. La reconnaissance que la forteresse intérieure existe et qu'elle est imprenable si vous choisissez de la défendre. Le corps et l'esprit, brisez le cercle vicieux. L'échec n'est pas seulement mental, il est aussi physique. Votre corps réagit. Cortisol, adrénaline, rythme cardiaque qui s'emballe, sommeil perturbé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Le problème, c'est que cette réaction était conçue pour des menaces brèves et immédiates, pas pour des échecs abstraits qui durent des semaines. Votre corps combat un fantôme et s'épuise. Les stoïciens avaient compris intuitivement que l'âme affecte le corps et que le corps affecte l'âme. C'est pourquoi leur pratique incluait la marche, la respiration, la présence corporelle. Ils savaient qu'on ne peut pas penser sa sortie d'un état de stress. Il faut aussi l'incarner physiquement. Bougez, respirez, dormez, mangez correctement. Ces actes simples ne sont pas des distractions, ce sont des interventions. Ils signalent au corps que la menace est passée et créent l'espace physiologique nécessaire pour que la pensée claire devienne possible. De la forteresse intérieure. Votre échec frappe aux portes de cette forteresse. Allez-vous lui ouvrir et le laisser ravager tout? Ou allez-vous le regarder depuis les remparts, reconnaître sa présence et choisir de rester souverain de votre espace intérieur? Le super pouvoir caché dans votre échec, c'est cette question elle-même. Le fait que vous pouvez la poser. Le fait que vous pouvez y répondre. Le fait que personne d'autre que vous ne peut décider ce que cet échec signifie dans votre histoire. Alors décidez. Pas demain. Pas quand la douleur sera passée. Décidez maintenant, avec la douleur, avec le doute, avec la fatigue. Parce que c'est là que la souveraineté se prouve. 3. Le premier pas. Demain, vous vous réveillerez et l'échec sera toujours là. Mais vous aurez le choix de ce que vous en faites. Vous pouvez rester allongé avec le poids sur la poitrine, ou vous pouvez vous lever et faire un pas. Un seul pas minuscule. Un email. Un appel. Une phrase écrite. Une conversation. Une décision. Quelque chose de concret dans le monde réel. Pas dans la rumination, mais dans l'action. Le premier pas ne résout rien, mais il change tout. Il brise l'inertie. Il vous remet en mouvement. Il vous rappelle que vous êtes un agent, pas seulement une victime. 4. Le mécanisme universel.
Épictète a passé des années en esclavage. Chaque jour, il se réveillait sans liberté, sans droit, sans espoir apparent. Et chaque jour, il a choisi quelque chose. Il a choisi de construire une forteresse intérieure. Il a choisi de devenir libre dans sa tête alors qu'il était enchaîné dans son corps. S'il lui a pu faire ça, vous pouvez traverser votre échec. Je ne dis pas que c'est comparable. Je dis que le mécanisme est le même. Le choix, la décision, la souveraineté sur votre propre réponse. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut choisir à votre place. Personne ne peut vous condamner si vous refusez de vous condamner vous-même. 5. La décision finale. Votre échec n'est pas la fin. C'est un moment. Un moment qui va passer. Un moment que vous allez utiliser ou gaspiller. Un moment qui peut devenir le tournant de votre histoire ou juste un chapitre triste qui n'a mené nulle part. Le choix vous appartient. Alors, choisissez. Pas demain. Pas quand vous vous sentirez mieux. Maintenant. Avec la douleur. Avec le doute. Avec la fatigue. Parce que c'est là que commence votre liberté. Conclusion. L'échec attend ta réponse. Choisissez de ne pas laisser cet échec vous définir. Choisissez de le traverser plutôt que de le subir. Choisissez d'être l'auteur de votre histoire plutôt que le personnage passif à qui il arrive des choses. Vous avez un super pouvoir. Il a toujours été là. Votre faculté de choisir, votre proérosie, cette partie de vous que rien ne peut toucher sans votre permission. Cette partie qui décide ce que les événements signifient. Cette partie qui transforme les obstacles en chemin. Utilisez-la maintenant. Votre échec attend votre réponse. Que allez-vous lui dire? Synthèse. L'échec n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Il ne vous définit pas, il vous révèle. Il ne vous détruit pas, il vous entraîne. Il ne vous enferme pas, il vous ouvre. Vous êtes souverain. Vous êtes l'auteur. Vous êtes libre. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. Dites-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo. Cela pourrait sauver une vie. À la prochaine pour d'autres enseignements.